Bonjour à tous, je vais vous parler de l'intégration des contrôles de qualité externes dans un système qualité en prenant des exemples venant des programmes de cytométrie en flux organisés par Sciensano, donc les programmes de numération des cellules CD34 et des lymphocytes. Alors notre laboratoire de cytométrie en flux est un laboratoire accrédité par Bellac pour le diagnostic des leucémies et des lymphomes en hématologie et le suivi de ces maladies, donc le suivi de la maladie résiduelle. En immunologie pour le typage des populations lymphocytaires et des sous-classes lymphocytaires. En thérapie cellulaire pour la numération des cellules CD34 et quelques tests divers comme l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. D'abord quelques mots sur les deux programmes en question, donc organisés par Sciensano. Donc il y a deux programmes distincts, le programme de numération des cellules CD34 et le programme de quantification, numération des populations lymphocytaires. Alors pour les CD34, il y a 2 à 3 enquêtes par an, avec 2 échantillons par enquête. Et il s'agit de sang stabilisé. Sciensano fait le maximum pour nous fournir du sang de cordon frais, mais c'est un matériel qui est de plus en plus difficile à trouver et à distribuer. Donc maintenant, le plus souvent, on reçoit du sang stabilisé. Pour les populations lymphocytaires, nous avons également 3 enquêtes par an avec 2 échantillons par enquête. Et là, il s'agit de sang frais anticoagulé à l'EDTA. Alors pour les CD34, nous rendons le pourcentage de cellules CD34 pour l'ensemble des leucocytes. Et nous rendons également la numération absolue des cellules CD34 en nombre de cellules par microlitre. Pour les lymphocytes, nous rendons à Sciensano les globules blancs des 2 échantillons reçus, du globule blanc totaux, le pourcentage de lymphocytes estimé par l'analyseur d'hématologie et par le cytomètre, et puis la numération des différentes populations lymphocytaires, donc des lymphocytes T totaux, CD3, des lymphocytes T CD4, lymphocytes T CD8, les lymphocytes B CD19, les cellules NK, donc tout ça c'est en pourcentage et en valeur absolue. Et puis nous devons également mesurer l'expression des chaînes légères kappa et lambda à la surface des lymphocytes B et le rapport kappa sur lambda. Et puis il y a également deux tests de conformité, si vous voulez, qui est la somme des lymphocytes B kappa plus lambda, qui doit plus ou moins être équivalent à 100%, et la somme de l'ensemble des populations lymphocytaires, qui doit également correspondre plus ou moins à 100% du total lymphocytaire, mesuré par exemple par l'automate d'hématologie. Alors en plus des valeurs numériques, Sciensano nous demande de fournir des informations techniques, donc des informations sur la méthode de numération absolue des cellules CD34 ou des lymphocytes. Alors pour faire court, il y a des méthodes qui s'appellent en simple plateforme et d'autres en double plateforme. Donc on doit spécifier quelle méthode on utilise, mais je ne vais pas entrer dans des détails techniques ici. On doit spécifier les modèles de cytomètre et d'analyseur d'hématologie utilisés, la procédure de monitoring du cytomètre, donc le réglage quotidien, si vous voulez, de la sensibilité du cytomètre. On doit spécifier la méthode de préparation des échantillons, les réactifs utilisés pour la lise des globules rouges et les procédures de lavage, les anticorps utilisés pour chacune des populations et la stratégie d'analyse des données et le software utilisé. Alors le contexte clinique est le suivant. Pour l'énumération de lymphocytes, il y a en fait 2 contextes différents. Soit il s'agit de la mise au point d'une lymphocytose. Donc en fait c'est un test, la numération des lymphocytes permet de faire un screening des maladies lymphoprolifératives en cas de lymphocytose.
Et le deuxième contexte clinique, c'est le screening ou le monitoring des déficits immunitaires. Donc il peut s'agir de déficits immunitaires congénitaux, auquel cas on fait des typages des sous-populations lymphocytaires B et T relativement étendus, ou il peut s'agir plus simplement des déficits immunitaires acquis, par exemple dans l'infection HIV, où là on se contente de faire la numération des lymphocytes TCD4 positifs. Alors pour la numération des cellules CD34, soit on le fait dans le sang périphérique pour surveiller les procédures de mobilisation des cellules souches et de collecte des cellules souches, mais on peut également faire la numération des cellules CD34 dans les produits d'aphérèse, éventuellement dans les centres cordons, pour évaluer globalement la richesse en cellules souches d'un produit de thérapie cellulaire donné. Alors il y a 3 grands chapitres de la norme dans lesquels les contrôles de qualité externes vont avoir leur rôle. Donc ces 3 chapitres sont d'une part le monitoring des performances des tests, c'est ce qui vient à l'esprit, je dirais, en premier lieu. Mais les contrôles de qualité externes ont également un rôle à jouer dans la validation de méthodes, en particulier dans l'estimation de l'incertitude de mesure. Et en troisième lieu, dans l'écolage du personnel et l'évaluation périodique du personnel. Alors, si on lit le texte de la norme sur le monitoring de la performance des tests, donc il est bien spécifié que le monitoring de la performance des tests doit être réalisé par comparaison avec d'autres laboratoires, qu'il faut une procédure pour l'enregistrement à des programmes de contrôle de qualité externe, la participation et la réalisation des tests. Il est spécifié que ces exercices doivent être réalisés par le personnel qui fait en routine les tests, donc il ne faut pas évidemment consacrer du personnel spécifique ou des procédures spécifiques pour les contrôles de qualité externe, ils doivent être faits par la procédure de routine et par le personnel de routine. Un peu plus loin, il est indiqué que les données du contrôle de qualité externe doivent être vérifiées régulièrement, ça tombe sous le sens. Lorsqu'il y a une non-conformité, il faut qu'il y ait une action corrective appropriée. Et si l'impact est cliniquement significatif, il faut revoir les résultats et éventuellement les modifier. Alors, premier item, donc la performance des tests doit être vérifiée continuellement par comparaison avec d'autres laboratoires. Donc, par exemple, vous devez montrer à un auditeur un schéma de ce type-ci. Donc vous avez ici un exemple du monitoring des cellules CD34 en valeur absolue au-dessus et en pourcentage en dessous. Donc vous avez les performances du laboratoire sous forme longitudinale, si vous voulez, avec comme limite de conformité les Z-scores. Donc ici, il s'agit du programme de Luc Eneka, si je me souviens bien, qui a comme limite des tests conformes un Z-score de 2,5. Donc vous devez pouvoir montrer à un auditeur que pour tous les tests accrédités, vous avez un monitoring des performances des tests par comparaison aux autres laboratoires. Alors deuxième point, il faut une procédure pour la participation au programme de contrôle de qualité externe et la réalisation des tests. Donc vous devez montrer que comment vous enregistrez les échantillons que vous recevez, comment vous récoltez les données, très important, comment vous assurez la traçabilité de l'ensemble des données, que ce soit l'instrument sur lequel sont réalisés ces exercices, les réactifs utilisés, la calibration du cytomètre ou de l'appareil au sens large au moment où vous réalisez l'exercice, les contrôles de qualité interne de la série de résultats et le personnel qui a été impliqué dans l'obtention des résultats. Et vous devez avoir un planning prospectif, donc par exemple annuel,
qui indique qu'il y a une rotation de l'ensemble du personnel sur les différents exercices de contrôle de qualité externe. Donc j'ai repris ici un extrait de notre logiciel de contrôle de qualité qui reprend donc en ligne les différents programmes auxquels nous sommes inscrits, que ce soit pour la thérapie cellulaire, les typages hématopoïétiques ou les typages lymphocytaires. Et donc vous avez en colonne maintenant les initiales des différents technologues, et il faut que vous ayez un programme annuel où vous montrez que les différents technologues vont être répartis pour les différents exercices de contrôle de qualité externe qui arrivent au laboratoire, et que donc il faut qu'ils participent à l'ensemble des exercices sur une base annuelle. Donc il est bien spécifié que les exercices sont réalisés par le personnel de routine, que ce soit pour les procédures préanalytiques, analytiques ou post-analytiques. Ça fait partie de leur évaluation annuelle. Donc vous avez par exemple ici les deux programmes de Ciensano, que ce soit pour les CD34 ou pour les typages lymphocytaires. Vous avez les numéros d'enquête qui sont repris ici. Et donc vous avez chaque fois une personne qui réalise la préparation des cellules, une autre personne qui réalise l'acquisition et une première analyse des données, qui seront par la suite confirmées, validées par un scientifique ou par un biologiste. Donc il y a deux technologues, vous avez ici leurs initiales, deux technologues par exercice, et donc vous devez faire en sorte qu'ils tournent sur un peu l'ensemble des contrôles de qualité externe qui arrivent au laboratoire. Alors il est bien spécifié dans la norme, mais ça tombe sous le sens que les données doivent être vérifiées régulièrement par rapport aux normes d'acceptation qui sont évidemment dépendantes de chacun des programmes. Et donc vous devez pouvoir montrer à un auditeur que pour chacune des enquêtes, ici par exemple les enquêtes CD34, vous avez vérifié les données, vous avez indiqué si les résultats étaient OK, donc comme c'est indiqué ici, avec la date de revue des résultats et la personne qui a encodé ou vérifié les résultats. Alors j'ai volontairement ici encodé un résultat d'une non-conformité, qu'on va voir un peu comme exercice si vous voulez. Donc le flowchart de l'exercice, c'est que donc, vous avez un planning prospectif de l'enquête, enfin des enquêtes de contrôle de qualité externe. Vous avez une procédure qui permet d'enregistrer l'ensemble des données relatives à ces exercices. Puis vous prenez connaissance des résultats. Si les résultats sont bons, ben, vous archivez, pas de problème. S'il y a une non-conformité, il faut à ce moment-là décider d'une action corrective, détailler évidemment l'action corrective. Il faut surveiller son efficacité, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est prévu comme ça dans la norme. Et très important, communiquer l'ensemble de l'incident, entre guillemets, au personnel. Alors voilà un exercice non conforme. Donc ici j'encode que pour, donc il y avait deux échantillons pour cette enquête sur les CD34 venant de Ciensano. Donc il y avait deux échantillons, un échantillon avait un résultat OK et l'autre avait un Z-score supérieur à 3, donc ça c'est non conforme. Les deux technologues impliqués étaient repris ici et j'ai donc ouvert une non-conformité. Alors, l'observation de la non-conformité, c'est que donc sur un des deux résultats, mon Z-score était supérieur à 3. Et j'ai revu les données de cet exercice et j'en ai conclu qu'il y avait une surestimation du pourcentage de CD34 en raison d'un fenêtrage incorrect des cellules CD45. Je vais revenir sur les détails dans un instant. Donc je détaille la non-conformité. Les actions prises dans l'immédiat sont d'une part de vérifier les contrôles de qualité internes cette fois-ci et les résultats des patients.
sur la même série, voir si la même erreur a touché d'autres données dans la même série. J'ai également vérifié l'évaluation périodique des compétences des deux technologues, voir si effectivement leur programme d'évaluation avait été bien suivi. Et j'ai revu la procédure d'évaluation des CD34 avec les deux technologues concernés. Et j'ai communiqué l'incident à l'ensemble des technologues. Alors, évidemment, ce n'est pas pour pointer du doigt les deux technologues impliqués, mais c'est évidemment pour informer l'ensemble des technologues de l'erreur qui a été commise, parce que bien entendu, ils peuvent aussi commettre la même erreur, donc c'est important d'informer tout le monde. Alors, il est prévu dans la norme qu'il faut décider si oui ou non je fais une analyse des causes profondes. Alors, donc, pour les raisons de l'exercice, j'ai indiqué que j'avais réalisé une analyse des causes profondes. Alors, d'abord, l'analyse des données brutes. Donc, quand je veux faire l'évaluation du pourcentage des CD34 circulantes, donc je vais isoler les cellules CD34 positives qui sont ici en bleu, et je vais diviser l'ensemble des cellules CD34 par l'ensemble des leucocytes. Et donc je vais faire le pourcentage des cellules CD34 par rapport au total des leucocytes. Alors le total des leucocytes, je l'évalue ici, normalement en prenant l'ensemble de ce qui est CD45 positif. Donc normalement j'aurais dû évaluer l'ensemble des cellules qui sont dans ce rectangle. Et il se fait qu'ici, un des technologues s'est trompé, il a pris seulement une partie des leucocytes, en tronquant en fait la population des cellules CD45 positives. Donc il a sous-estimé, si vous voulez, l'estimation des leucocytes, qui sont au dénominateur, donc par effet mécanique, on va dire, il a surestimé le rapport entre les CD34 et les leucocytes. Donc c'est ça l'analyse des données brutes. J'ai réanalysé les données brutes, je les annexe à ma non-conformité. Et puis, l'analyse des causes profondes, je vais revoir donc l'écolage des deux technologues et je m'aperçois que on n'a pas bien spécifié la façon dont il fallait identifier les leucocytes totaux. Voilà. Mon analyse de risque, bien évidemment, si l'ensemble des technologues n'a pas été bien informé de la façon d'évaluer les leucocytes totaux, l'erreur peut évidemment se diffuser à l'ensemble des technologues. Et donc l'étendue de la non-conformité va m'amener finalement à revoir le programme d'écolage et le programme d'évaluation périodique et l'exhaustivité de ce programme pour l'analyse des CD34. Donc tout ça, je le trace dans mon logiciel qualité. Donc la solution proposée, c'est de revoir la procédure du test avec l'ensemble des technologues et de leur faire refaire des exercices à blanc en aveugle et de m'assurer qu'ils ont bien compris comment il fallait évaluer l'ensemble des leucocytes dans cette procédure. Et puis je dois évaluer l'efficacité de cette mesure corrective, donc je vais bien entendu simplement revoir les exercices en aveugle qu'ils ont réalisés, et bon, j'ai pris le parti pris, on va dire, de constater qu'ils ont réalisé des exercices corrects, que tous les résultats rendus étaient dans les fourchettes attendues, et donc que l'efficacité de mon action corrective est bonne, et que je peux clôturer l'incident entre guillemets. Mais bien entendu, avant de clôturer l'incident, il faut que j'informe l'ensemble des technologues de ce qui s'est passé. Et donc, j'ai dans mon logiciel qualité également une traçabilité des communications qui sont faites aux technologues sur différents événements ou incidents qui touchent le quotidien du laboratoire. Et donc, j'ai une communication sur une non-conformité ayant
toucher le contrôle de qualité de Ciensano pour les cellules CD34, et donc j'explique dans la communication qu'on a revu la procédure d'évaluation des cellules leucocytaires totales et des cellules CD34. Donc voilà, si je reviens à mon flowchart, c'est un peu long évidemment, mais normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup de non-conformités dans les contrôles de qualité externes, enfin en tout état de cause. Donc je revois avec vous le flowchart. Donc j'ai un planning prospectif des exercices avec la récupération de l'ensemble des données. Je revois les résultats dès que je les reçois de l'organisme qui a diffusé les contrôles. Lorsque les résultats sont non conformes, il y a une action corrective qu'il faut détailler. L'efficacité de l'action corrective doit être évaluée. Et en troisième lieu, une communication à l'ensemble de l'équipe de l'incident doit être diffusée, et les données doivent être évidemment conservées de tout ce que j'ai fait pour tracer cette non-conformité. Alors, deuxième partie, donc c'est l'utilisation des contrôles de qualité externes dans un contexte de validation de méthode. Donc ça, c'est le chapitre 7.3.4 de la norme qui traite de l'évaluation de l'incertitude de mesure. Donc il est prévu dans la norme qu'il faut évaluer l'incertitude de mesure pour les variables quantitatives et que cette incertitude de mesure doit être comparée aux spécifications de performance attendues et que l'incertitude de mesure doit être documentée. Alors l'incertitude de mesure, comment l'évaluer, comment la calculer? Je me suis inspiré d'un document de la COFRAC, c'est le document GTA 14, qui vous donne une formule d'incertitude de mesure qui est, je trouve, réaliste et praticable. Donc l'incertitude de mesure, c'est un calcul qui prend en compte deux termes. Un premier terme d'imprécision et un deuxième terme de biais. Donc le terme d'imprécision, c'est en réalité la déviation standard sur les contrôles de qualité interne. Et là, on prend en fait la déviation standard au carré. On ajoute le terme qui prend en compte le biais. Donc le biais est estimé d'après la proposition de la COFRAC en prenant le biais maximum divisé par la racine carrée de 3. Donc si vous avez une série de résultats de contrôle de qualité externe, vous prenez le biais maximum dans cette série de résultats que vous divisez par la racine carrée de 3. Donc vous avez une estimation de votre biais par ce moyen. Vous devez également mettre ce résultat au carré, et puis vous additionnez les deux et vous prenez la racine carrée de l'ensemble. Alors un exemple pratique pour que tout le monde comprenne. Donc voici la formule avec le terme d'imprécision et le terme de biais. Alors le terme d'imprécision, il est là sur le côté droit. Donc j'ai pris ici 9 mesures de contrôle de qualité interne avec le pourcentage des CD34 qui avait été mesuré sur un même matériel de contrôle de qualité interne. Il s'agit ici de 100 stabilisés. Donc j'ai la moyenne de ces 9 mesures et j'ai la déviation standard 0,0173 avec maintenant cette déviation standard au carré. Donc j'arrive à 0,00030 et ce terme de 0,0030, je le mets ici dans ma petite formule. Et puis j'ai le terme qui prend en compte le biais de la méthode. Donc pour le biais, j'ai ici 8 résultats de contrôle externe de Ciensano, avec chaque fois le résultat du laboratoire, la médiane de l'ensemble des laboratoires participants et le biais à chaque fois que j'ai calculé.
et je prends le biais maximum. Donc le biais maximum observé, c'était moins 0,035. Je prends ça évidemment en valeur absolue. Je vais donc diviser ce biais maximum par la racine carrée de 3. J'arrive à 0,020, vous pouvez essayer de votre côté. Et si je mets ça au carré, j'arrive à 0,0004 et j'introduis ça dans ma formule. Donc ça, c'est la formule de l'incertitude de mesure. Alors l'incertitude de mesure pour un intervalle de confiance à 95%, il faut encore le multiplier par 2. Donc ceci, quand je le calcule, j'arrive à 0,0266. Quand je multiplie par 2, j'arrive à 0,0532. Donc mon incertitude de mesure, maintenant, si je veux l'exprimer par rapport à un résultat réel, je prends comme résultat réel, par exemple, ici, cette valeur moyenne de mes contrôles internes, 0,5745. Et bien, mon incertitude de mesure, c'est plus ou moins 0,0532. Ou en valeur relative, plus ou moins 9,23%. Donc mon incertitude de mesure sur le pourcentage des cellules CD34, c'est de l'ordre de 9%. Alors est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien parce que en général, dans le domaine de la cytométrie en flux, on considère qu'une incertitude de mesure de 10% est une valeur cible acceptable dans une mesure quelle qu'elle soit, en fait, pour une population cible quelle qu'elle soit. Et même d'ailleurs, selon certaines recommandations internationales, lorsque votre population cible est en dessous de 1%, ce qui est le cas ici, puisque on est à 0,6% plus ou moins, quand on est en dessous d'1%, on peut même aller jusqu'à une incertitude de 20%. Donc, je suis tout à fait dans une incertitude de mesure acceptable avec mes 9%. Alors, troisième domaine dans lequel les contrôles de qualité externes ont leur importance et sont intégrés au système qualité, c'est l'évaluation des compétences du personnel. Donc il est inscrit quelque part dans la norme que la compétence de toutes les catégories de personnel doit être définie. Donc que ce soit pour les technologues, pour les biologistes, pour les scientifiques de laboratoire, chaque membre du personnel, si vous voulez, a son portefeuille de compétences et chacune de ces compétences doit être évaluée, doit être évaluable et doit être évaluée. Il faut donc une procédure dans votre système qualité qui définit comment vous gérez les compétences du personnel, comment vous les évaluez et la fréquence à laquelle vous les évaluez. Et bien entendu, il faut garder des traces, des données de tout ce qui est évaluable. Alors, le dossier d'un agent, je prends ici le dossier d'un technologue. Alors, il s'agit de Jessica. Jessica a son portefeuille de compétences. Donc, elle fait des analyses de cytométrie en flux. Et donc, l'ensemble des procédures qu'elle utilise sont listées ici, avec la date à laquelle elle a été habilitée à réaliser ces procédures de façon autonome. Elle réalise également des procédures dans le laboratoire de thrombosémostase, et donc là, elle a 5 procédures à réaliser, et là, il y a également donc des dates à laquelle elle a été habilitée à réaliser ces procédures de façon autonome. Donc ça, si vous voulez, c'est son dossier, c'est son portefeuille de compétences qui lui a été attribué avec une date d'habilitation pour chacune des compétences. Et donc, derrière chacune de ces compétences, il y a un formulaire d'écolage. Donc, la compétence qui est l'évaluation des cellules CD34 s'affiche, décrit la procédure, la référence de la procédure utilisée. Elle définit également les moyens d'évaluation de la compétence de Jessica, qui sont les différents contrôles de qualité externe qu'on lui fait réaliser comme exercice à blanc pour s'assurer qu'elle a bien compris comment réaliser cette procédure. Donc ça, c'est le formulaire
des collages pour chacune des compétences de son portefeuille de compétences, si vous voulez. Et puis j'ai l'évaluation périodique des compétences, donc annuellement, pour chaque compétence de son portefeuille, j'ai des moyens, des contrôles de qualité externe en particulier, qui font partie de son programme annuel, qui me permettent de vérifier que Jessica a toujours bien la compétence d'évaluation des cellules CD34. Donc par exemple, au cours de l'année 2024, elle a réalisé un contrôle de Ciensano sur les cellules CD34. J'ai annexé quelque part dans la fiche les données de son exercice et j'ai indiqué qu'elle avait bien réalisé l'exercice et donc qu'elle a bien maintenu la compétence pour les cellules CD34. Et puis j'ai d'autres contrôles de qualité qu'elle a réalisés pour d'autres compétences, par exemple la réalisation de l'analyse de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et du typage lymphocytaire, par exemple, avec chaque fois des cases à cocher pour chaque exercice qui ont été réalisés. Donc au final, je récapitule les 3 chapitres finalement dans lesquels les contrôles de qualité externe sont impliqués dans le système qualité. Premièrement, ce qui est évidemment la première chose qui saute aux yeux, c'est le monitoring de la performance de chacun des tests. Pour chacun des tests accrédités, vous devez avoir un contrôle externe au moins une fois par an, si possible plusieurs fois par an, qui montre que vous avez bien maintenu la capacité à faire cette analyse de façon conforme. Deuxième chapitre, c'est la validation de méthode, en particulier l'estimation de l'incertitude de mesure. Et troisième chapitre, l'écolage du personnel et l'évaluation périodique du personnel à l'aide des contrôles de qualité externe. Et je vous remercie pour votre attention.